à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre nouvelle émission Montagne, carnet d'aventure. Avec nous aujourd'hui Pierre Tardivelle, bonjour. Bonjour. Le référent, le précurseur du ski de pente raide, du ski extrême. Bon, en tout cas, vous êtes l'une des sommités de la montagne et c'est vrai que, on peut le dire, l'homme aux plus de 50 premières dans le massif du Mont Blanc quasiment. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup d'histoires. Un précurseur, ça me gêne un peu. Vous auriez mieux citer des gens comme Sylvain Saudan. C'était en 67-68. Dans les années 90, en tout cas, on ne pouvait pas faire autre chose que vous avoir à l'image ou parler de vous sur des ouvertures. Alors, on a réussi justement à avoir quelques images, quelques extraits de quelques-unes de vos belles réalisations. Mais avant ça, déjà, question bête et méchante. Le ski, c'est venu comment? L'univers de la montagne, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Déjà, j'ai la chance d'être né à Annecy, de parents montagnards qui nous ont laissé faire un peu tout ce qu'on voulait. Mon grand frère est allé faire de la compétition à ski. Et moi, c'est dur à expliquer pourquoi. J'ai été tout de suite attiré par la nature, la montagne, l'escalade, le ski de randonnée. Mon père faisait un petit peu de ski de rando. Avec mes parents, on faisait beaucoup de randonnée pédestre. Alors là, c'est des opportunités. C'est sûr, quand on est né ici, on est forcément attiré par la montagne. Mais je ne saurais pas vous dire d'où vient cette espèce de goût du risque, ce goût pour la pente raide. Alors, c'est plus la verticalité, justement, ou juste le milieu montagnard, l'esprit de cordée? Qu'est-ce qui fait le plus? En gros, la montagne m'intéresse, la nature m'intéresse. Le ski, c'est juste un moyen. C'est un moyen agréable de parcourir rapidement la montagne en faisant peu d'efforts et avec beaucoup de sensations. Je crois que c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est des sensations que je vais retrouver dans le surf sur l'eau ou dans le parapente. Je ne suis pas un partisan de l'effort. Je n'aime pas bien me faire mal. Par exemple, je ne peux pas trop faire de compétition de ski alpinisme ou d'escalade à haut niveau parce que c'est des efforts trop violents. Je n'apprécie pas vraiment ça. Je préfère la glisse, l'équilibre et le ski de randonnée, ça me va bien. Alors justement, pour imager un petit peu vos propos, on va se replonger dans l'univers des années 90 avec un des films dont vous êtes le héros, sur l'ouverture de la tour nord des Courtes, si je ne dis pas de bêtises. Arrête des Autrichiens. On regarde tout de suite quelques images et on en reparle juste après. Qui pourrait supposer que ce jeune homme, plutôt bon chic bon genre, est un skieur fou. Un skieur de l'impossible, un skieur de l'extrême extrémité avant la chute libre. Les années 60 ont vu naître les premiers descendeurs de légende qui n'hésitaient pas à se lancer dans des couloirs de 50 à 55 degrés de pente. La décennie suivante, la barre de 60 degrés était franchie et le nombre de couloirs restant à dévaler devenait restreint. Pour passer le cran supérieur, il fallait s'attaquer à des endroits très exposés ou bien à l'enfer des faces nord. À 25 ans, Pierre Tardivelle incarne la troisième génération de ski extrême. Celle qui flirte avec d'impossibles verticales de plus de 65 degrés. Guide de haute montagne, sa vie n'est que passion pour les sommets et les pentes. Tout ce qui est vertigineux. Le goût du vide, en somme. Alors, le goût du vide, c'est vrai qu'il est toujours là. Bon, un petit peu moins peut-être avec les années, mais en tout cas dans la tête. Ça n'a pas changé. Je crois que j'ai toujours la même passion pour ces grandes pentes, pour ces pentes raides. Franchement, avec l'âge, je n'ai pas l'impression d'avoir régressé. Au contraire, avec l'expérience, j'ai l'impression d'être plus fort. Et le matériel a tellement évolué. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être meilleur qu'avant, meilleur qu'à 20 ans. Il faut dire qu'à 20 ans, on avait des lattes de 7 cm de large qui ne permettaient pas d'être très très fluide et d'aller bien vite. Aujourd'hui, c'est plus facile. On reviendra sur le matos d'ici quelques minutes, mais on le voyait dans cet extrait. À l'époque, la limite vraiment du skiable, c'était autour de 50 degrés, 55 degrés. Vous avez été le premier à passer, un des premiers à passer les 60, 65. Aujourd'hui, on est bien au-delà. Ouais, faut remettre tout ça un peu en question quand même. Je crois qu'on n'a pas tellement évolué depuis Saudan, il faisait des trucs à 50 degrés soutenus, mais à partir de 71, on a eu Patrick Valençant, il faisait déjà des choses très très raides, et franchement, on ne doit pas faire tellement plus raide aujourd'hui. Il n'y a pas de secret.
À partir de 55 degrés, la neige ne tient plus. Physiquement, dans les Alpes, c'est impossible. Et s'il n'y a plus de neige, on ne skie pas. Même si le matériel a bien évolué, je crois qu'en termes de raideur, ça n'a pas tellement changé. Par contre, aujourd'hui, on va être plus rapide, plus fluide. Le ski va être plus agréable. Et on va peut-être faire des descentes plus techniques avec plus de rochers. Aujourd'hui, les freeriders nous prouvent qu'on peut sauter des falaises, même sur des grandes pentes. Voilà, mais en termes d'inclinaison, non, ça n'a pas changé. Alors, on vous considère comme l'icône de la 3e génération de ski extrême. Revenons un peu dans le passé. Quelles ont été les 2 premières? Bon, moi, dans les précurseurs, bien sûr, je mets Sylvain Saudan, c'est le plus connu, 67-68. Mais il ne faut pas oublier Dédé Giraud, qui a sans doute même fait du ski extrême avant Sylvain Saudan, juste quelques années avant. Il y avait des gens comme Heini Holzer. Voilà, ça, c'est la première génération. Après, il y a eu le grand boom du ski extrême, la fin des années 70, avec Daniel Chauchouin sur Annecy, Patrick Valençant, Jean-Marc Boivin, bien sûr. Lui, Jean-Marc, il s'est investi à fond dans le ski extrême. Les médias le suivaient, il avait beaucoup de sponsors et il était très connu. Au début des années 80, c'était surtout lui. Voilà, et là, il y avait beaucoup de monde. En 77-79, il y avait Chamonix, mais tout le monde faisait du ski extrême. Il y avait de très belles conditions, il faut dire, à cette époque. Anselme Beau, bien sûr, il ne faut pas que je l'oublie. Et bon, après, ça s'est un peu calmé. Alors bon, là, c'est là que j'ai commencé à faire des choses. Mais j'ai l'impression que c'était un peu le passé. La mode était passée. Alors, avec la venue du monoski, le tout début du surf aussi, ça a joué un peu? C'est dur à expliquer pourquoi tout s'est arrêté. Au milieu des années 80, on a l'impression qu'il y avait plus grand monde qui faisait ça. Alors peut-être que les grandes classiques avaient toutes été faites, la mode était passée. Et non, après, c'était plus qu'une question de passionnés. Il y avait 2-3 passionnés en Oisan, dans le massif du Mont-Blanc, qui parlaient beaucoup moins d'eux parce que les médias suivaient beaucoup moins. Et moi, je suis arrivé à une époque où ça faisait longtemps qu'on n'en parlait plus. C'est peut-être pour ça que ça a bien marché. Et j'ai commencé à refaire des choses un peu sérieuses. Les médias s'y sont intéressés à nouveau parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Et c'est vrai que dans les années 80, c'était assez facile de trouver des sponsors et des médias. D'accord. On va vous retrouver un peu plus loin dans cette face nord des Courtes. On se retrouve tout de suite après, mais tout de suite quelques images. 11 juin 1989. Pierre se lance dans une nouvelle folie. Objectif, la face nord des Courtes par la voie des Suisses et l'arête des Autrichiens. Un départ à près de 4000 mètres sur un toboggan de neige et de glace frôlant les 65 degrés sur plus de 800 mètres. La face nord des Courtes par l'arête des Autrichiens, il s'agit vraiment pour Pierre du truc à faire. Les premières dans le massif du Mont-Blanc, il n'en reste plus beaucoup. Si celle-là est délaissée, c'est sans doute parce que les skieurs de l'extrême ne se bousculent plus au portillon. Les anciens se sont reconvertis et les jeunes sont plus attirés par les nouvelles disciplines, fun, monoski et surtout par le surf. Oh non, mais le soleil qui chauffe de plus en plus. Non. Ça va pas. Il fait trop chaud. C'est vrai que ces images, elles vous font un peu sourire. C'est la bonne époque, c'est le passé, mais pourtant ça paraît pas si loin dans votre tête. Le temps passe tellement vite. Mais bon, ces images, je ne les ai pas oubliées, sans doute grâce au film. C'est vrai que de revoir régulièrement ces images, ça perpétue le souvenir. C'était vraiment un grand moment, parce que des conditions comme ça, il y avait 30 cm de poudreuse stable et homogène. Voir le sommet des Courtes dans ces conditions, c'est extraordinaire. Et j'en rêve encore. Je rêve de retrouver ça, d'y retourner pour peut-être un nouvel itinéraire. Tout n'a pas été fait par là-bas. Alors, pourtant, c'est vrai que vous avez été le premier sur cette pente-là exactement. Aujourd'hui, elle a connu un succès faramineux. On l'a vu cet été, ils ont été nombreux, les skieurs de pente raide, à venir justement faire cette arête des Autrichiens. Quitte à faire quelques bouchons, maintenant, quel regard vous avez sur cette arête? Je suis content de voir l'évolution du ski extrême. Ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes passionnés qui vont uniquement pour le plaisir. On est très loin des années 80 où on faisait du ski extrême pour gagner sa vie, pour trouver des sponsors. Il y avait vraiment le côté mercantile. Oui.
Et là, vraiment, non, c'est des passionnés, ils ne vont pas forcément communiquer, ils y vont entre copains. Bon, ils font quelques images pour se les passer entre potes, mais c'est vraiment la recherche du plaisir. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prouvent qu'on peut faire du ski extrême parce que c'est une activité intéressante, agréable, où on prend vraiment du plaisir. On n'est pas des fous qui recherchons absolument à nous faire peur. Non, ça, vous mettez un petit peu de risque toujours dans vos ascensions parce que c'est difficile de faire autrement en montagne, mais pas un peu peureux finalement. Il faut, si on veut durer longtemps, il faut avoir peur. C'est ce qui nous fera construire cette marge de sécurité. Quelqu'un qui n'a pas peur du tout, il va toujours pousser plus loin jusqu'à la limite, il va dépasser la limite. Il faut quand même être très conscient du risque. Même dans 30 cm de poudreuse, il ne faut pas tomber. Dans une pente à plus de 50 degrés, avec une neige profonde, on n'est pas sûr de pouvoir s'arrêter. Bon, là, c'est exceptionnel. La plupart du temps, on a des neiges quand même assez tassées, assez dures, où là, ça va être très très dur de s'arrêter. Donc, il faut avoir conscience de ce risque. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, on le cherche. On a envie de se confronter à ces situations dangereuses. On cherche à atteindre nos limites, mais on a aussi un grand plaisir dans le contrôle. C'est vraiment sympa de se dire, là, je fais un truc exceptionnel, c'est dangereux, mais je maîtrise, et on en tire un vrai plaisir, une vraie fierté à être capable de se connaître au point d'assurer, au point de maintenir une vraie marge de sécurité. Ça passe par le matériel, bien sûr. À l'époque, forcément, ski Oui. droit, c'était pas le plus étroit. évident. Étroit et droit. C'était dangereux. On avait un vrai risque dans... Oui, j'ai connu à la fin des années 80, début 90, on avait des skis qui étaient très droits, mais très étroits. C'est ça qui est dangereux. Quand ça fait 7 ou 8 cm de large, si tout d'un coup la neige est un peu plus profonde, on risque de planter le ski en travers et de basculer. Et au fil des années, on n'a pas arrêté d'élargir les skis. Ça, c'est un des acquis du freeride. Parce que les gens qui allaient à fond dans la poudreuse avaient besoin de skis très larges. Et il se trouve qu'en pente-raide, on a le même besoin. On a besoin de rester en surface. On a besoin de flotter pour justement éviter ce risque de planter. Des fois, on enfourne. Tout d'un coup, il y a la spatule qui va se planter dans la neige. Et si on ne l'a pas anticipé, on risque de basculer. Donc, au fil des années, ce risque a disparu. Du coup, ça permettait d'aller plus vite. Ça permettait d'enchaîner les virages, de prendre une plus grande amplitude, plus de vitesse, donc plus de plaisir. Vous me faites la transition. Aujourd'hui, on connaît le freeride avec le circuit mondial. Est-ce que finalement, c'est le fils caché du ski de pente-raide? Ce n'est pas la même discipline, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. Au final, on a tous le même plaisir. C'est essayer d'aller vite, de faire des belles courbes dans une pente. Après, il y a des différences un peu techniques. En compétition, ils ne veulent pas tuer des gens, donc ils ne vont pas aller sur des descentes comme aux courtes, là, de 800 mètres. On ne verra jamais de compétition en face nord des courtes. Ils vont choisir des pentes de 200-300 mètres, peut-être un peu moins raides, avec une grosse neige où on peut tomber. Eux, leur intérêt, c'est de faire du spectacle. Il faut aller très vite, il faut sauter des falaises très importantes, et c'est vraiment extrêmement spectaculaire. Mais on peut imaginer une chute, et ça, en principe, ça se passe bien. Alors qu'en pente-raide, en ski de pente-raide, j'aime pas dire ski extrême, on n'a pas le droit de tomber. C'est plus l'intérêt du contrôle. Être capable de se confronter à une situation à grand risque, mais être capable de la maîtriser. Donc voilà, on ne se tire pas la bourre, on ne cherche pas à battre des records, on ne cherche pas à aller trop vite. C'est un plaisir différent. Alors par contre, moi je suis très reconnaissant aux freeriders pour leur apport en matériel. C'est grâce à eux que les fabricants ont accepté de fabriquer des skis larges. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, en pente-raide, on peut vraiment prendre du plaisir et faire des belles courbes. Alors justement, la notion de plaisir, vous l'évoquiez déjà il y a une vingtaine d'années. On vous retrouve un peu plus haut dans cette face nord des courtes. On se retrouve juste après. Conscient, Pierre Tardivelle? Je mentirais en disant que je n'ai jamais peur et à la limite je dirais qu'elle est omniprésente et peut-être même que c'est ce qui me sauve. Quelqu'un qui n'aurait pas peur, on appellera d'abord ça un kamikaze, mais à la limite je crois qu'il ferait des erreurs, c'est-à-dire que n'ayant pas peur, il dépasserait peut-être ses limites et ce serait vraiment dangereux. C'est bien la peur qui fait que on est plus prudent et... Moi, je pense être capable de skier dans du 65-70 degrés, dans des pentes très courtes et sans vraiment exposer ma vie. Bon, je prends le risque de tomber, mais sur une pente très courte. Mais ça, je n'accepterai jamais de le faire dans une pente plus soutenue.
C'est-à-dire qu'en montagne, bon, il nous arrive de descendre des pentes à 55, 60, et vraiment très rarement des passages à 65 degrés. Et bon, on sait quand même qu'on a une petite marge de sécurité et l'important c'est de la respecter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sentir les éléments, sentir de quoi on est capable et on ne peut pas se permettre de skier à sa limite. Dès qu'on a le moindre doute, on est obligé de s'arrêter, de sortir le piolet, pourquoi pas mettre les crampons. Et dès que c'est vraiment impossible, mettre une corde. Il ne faut pas penser qu'on se lance dans des pentes comme ça, comme des kamikazes. Et beaucoup de gens nous prennent pour des fous quand on fait du ski extrême, mais en fait, c'est dur à admettre, mais on a une marge de sécurité. La marge de sécurité, Pierre Tardivelle, elle est omniprésente, quelle que soit la course, quelles que soient les conditions, et quel que soit, j'ai envie de dire, le degré de risque qui est encouru. En principe, oui. En principe. Malheureusement, on ne maîtrise pas tout. Avec le temps, on finit par bien se connaître. On finit par bien connaître son matériel. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop changer de matériel, d'ailleurs. Par contre, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas. On peut avoir une pierre, bon, les jours où c'est gavé de poudreuse comme ça, on est un peu tranquille, mais il y a des fois où il y a des pierres qui tombent. On ne sait pas d'où elles viennent, mais elles peuvent nous tomber dessus. Et les avalanches. Qui est capable aujourd'hui de dire qu'il maîtrise complètement les avalanches? Il y a des fois, on a des surprises, des mauvaises surprises. On croit que c'est super stable, et tout d'un coup, il y a l'accident, et ça, pour moi, c'est mon gros problème. Parce que je sais qu'au fil du temps, je crois que je ne comprendrai jamais ce qui se passe avec les avalanches. Bon, on dégrossit quand même pas mal en écoutant scrupuleusement le bulletin nivologique. En attendant quelques jours, en principe, ça se tasse bien. Je pense d'ailleurs qu'en pentraide, on est moins en danger qu'en ski de rando. Parce qu'au bout de 3 jours, en principe, c'est réglé, tout est tombé, c'est tellement raide. Alors qu'en ski de rando, 2 semaines après, on peut encore se faire avoir par une plaque avant qui a mis 2 semaines à partir. Donc voilà, ça malheureusement, on sait que ça existe, on a toujours un petit peu la peur au ventre. En pentraide, même avec tous les airbags ou les arvas qu'on peut avoir, on ne sera pas en sécurité. Mais bon, en principe, avec le temps, on est un peu plus en sécurité, plus en confiance, et du coup, avec moins de stress, on va faire moins de bêtises, moins de fautes techniques. Ok. Alors, c'est vrai que vous avez bourlingué un peu aux 4 coins du monde, notamment en 92 avec la descente en ski depuis le sommet sud de l'Everest, qui était une première à l'époque. C'était le record du monde d'altitude en ski, qui a depuis été battu par un Russe dans les années 2000. Mais aujourd'hui, le skieur de pentraide est devenu snowboarder. Ah oui. J'ai envie de dire, pourquoi, comment? Blasphème Non, je crois que pendant pas mal d'années, j'ai caché une frustration. J'en ai pas trop parlé, mais ça fait bien longtemps que j'admire des gens à l'époque comme Marco Siffredi ou Xavier Delerue. Ça fait facilement 15 ans que j'ai des opportunités de temps en temps de faire une descente difficile avec un snowboarder. C'est le hasard des rencontres. Et à chaque fois, c'était pareil. C'est à la descente, impossible de les suivre. J'ai toujours rêvé de leur facilité, de leur fluidité dans les courbes. À la montée, ils me faisaient rêver. Enfin, à la descente, ils me faisaient rêver, alors qu'à la montée, j'avais pitié d'eux. C'est pour ça que je ne m'y suis jamais mis. Parce que nous, on a la chance en ski de pentraide de pouvoir mettre des pots de phoque. Donc on a des montées plutôt sympas. En ski de rando, on monte rapidement et assez facilement. Alors qu'à chaque fois, les copains en snowboard, ils galéraient. Alors soit ils montaient en raquette, soit ils montaient à pied en enfonçant jusqu'aux genoux, ou même des fois ils prenaient des mini-skis, c'est un peu ridicule, en portant 3 ou 4 kilos de snowboard sur le sac. Ça m'a toujours semblé incompatible avec la montagne. Alors voilà, je rêvais de leurs belles courbes à la descente, mais je n'avais pas envie de m'y mettre parce que c'était trop galère. Et ça fait 3-4 ans que j'ai vu arriver ce qu'on appelle les splitboards, donc des snowboards qui se coupent, qui se partagent en deux. Là, j'en ai amené un. Dont on a un bel exemple, le et vôtre. C'est-à-dire qu'à la montée, on va se retrouver avec des skis de randonnée. Si vous voulez, je vous montre. Je pense que ce n'est pas très connu encore. Alors, justement, c'est une technique, pour le coup, 100% au Savoyard. Là, moi, j'ai choisi un modèle 100% au Savoyard. La board, c'est une Aluflex qui est faite dans le Chablais. Et les fixations sont fabriquées à Cluse, c'est Plume, c'est des décolleteurs qui ont fait un truc magnifique. Alors voilà, c'est un véritable snowboard, mais l'intérêt, c'est que à la montée, on va changer la position des fixations. C'est du matériel qui est bien au point aujourd'hui, c'est très rapide à mettre en œuvre. Donc la planche, vous voyez qu'elle se transforme très facilement en ski, très rapidement. Et à la montée,
C'est assez rapide à faire. Voilà. On met les fixations en position marche et on se retrouve avec un ski de randonnée, avec un grand débattement. Bien sûr, dessous, on va mettre des pots de phoque. Comme un ski Et du coup, normal. ça résout tout le problème. Et du coup, finalement, on arrive à accéder à des zones qui étaient totalement interdites presque aux snowboarders. Exactement. Avant, les snowboarders, ils faisaient beaucoup de descentes de proximité, alors que maintenant, on peut faire autant d'heures qu'on veut en pot de phoque pour approcher des pentes un peu lointaines. Et à la descente, on se retrouve avec un engin beaucoup plus facile. Et ça fait 3 ans maintenant que je découvre moi aussi le bonheur des belles courbes en snowboard. Il n'y a plus de mauvaise neige, c'est toujours facile. Alors avant de revenir sur le snowboard, on vous retrouve à la descente de cette face nord des courtes par l'arête des Autrichiens pour voir déjà quelques images quand même de descente de l'époque, un peu plus difficile peut-être à négocier. On regarde ça. « 13h. Pierre connaît un instant d'hésitation. 3850 mètres, moment angoissant. Il y a 900 mètres de vide sous le névé sommital. Avec précaution, il exécute un premier virage, puis un second. Il enchaîne en essayant de trouver son rythme. Le manque d'échauffement pour attaquer cette voie des Suisses, bien connue des alpinistes, est un gros handicap aux conséquences mortelles. Ici, la moindre faute est impardonnable. La grosse chute de neige de la nuit a recouvert les plaques de glace vive. C'est un avantage pour l'instant, mais dans la pente plus raide entre 60 et 65 degrés, les skis entraîneront immanquablement des avalanches. Pierre va devoir faire appel à toute la maîtrise dont il est capable. C'est vrai qu'on a fait du chemin depuis. C'est vrai que quand on voit, alors ne serait-ce que la qualité graphique bien sûr, parce que ça remonte à quelques années, mais au niveau du matériel, les skis, c'est plus du tout les mêmes, ne serait-ce que l'empattement, ne serait-ce que les rockers et même les fixations. Et le poids du matériel, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Oui, à tous les niveaux. Au niveau du poids, j'ai connu des chaussures de slalom à 2,5 kg. Eh oui, il n'y avait pas le choix, hein. Au fil des années, on a un peu allégé. J'avais réussi à avoir des chaussures de slalom, parce que moi, je voulais des choses vraiment très rigides, très techniques. J'avais des Technica de slalom, elles faisaient 2 kg l'une. Déjà, ça, c'était exceptionnel. Mais bon, le skieur de randonnée d'aujourd'hui, ça le fait sourire. Parce que maintenant, en rando, ils ont des chaussures en carbone qui font 600 grammes. Et voilà, ça me fait encore rêver aujourd'hui. Même en snowboard, je pense qu'on va y venir. C'est le futur de la discipline. Les skis, par contre, on a eu tendance à élargir. Alors, on prenait un petit peu du poids quand même. Mais bon, le plaisir avant tout, le poids, quelque part, c'était un peu accessoire. En compétition de ski alpinisme, le poids est essentiel, il faut aller vite. Mais en pentraide, on cherche le plaisir. Donc, ça passait absolument par la largeur des skis. Il y a 3 ans, quand j'ai arrêté le ski, j'avais les Cham 97 au patin. Ça fait des sacrés lattes. À l'avant, les spatules, elles devaient faire 15 cm de large presque. Mais voilà, c'était vraiment facile et de la sécurité en plus. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que dans les années qui ont suivi, justement, le matériel a révolutionné la pratique et en quelques années, on a pu accéder à d'autres zones qui étaient peut-être avant un peu plus difficiles d'accès. Je vous propose de revenir, alors de faire encore quelques années en arrière. On revient en 2001 sur un film de Bertrand Delapierre et filmé par David Hotman de TV Mountain, qui est sur la tour des Courtes, pardon, je vais y arriver, et qui déjà montre un petit peu la facilité qu'on a acquis avec en à peine quelques années. On regarde quelques images.
Pierre Dardivelle, on arrive petit à petit à la fin de notre périple dans le temps et dans les montagnes. En quelques mots, le futur de cette discipline de pentraid, déjà ça ne va pas s'arrêter d'ici là et dans les prochaines années. Comment vous voyez la discipline? J'ai du mal à imaginer le futur. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les premières imaginables. Dans le massif du Mont-Blanc, il y a eu tellement de monde qu'il reste peut-être 2-3 descentes, mais c'est tellement exceptionnel qu'on ne sait pas dans combien d'années ça se fera. Il faut les conditions parfaites, c'est ça? On n'en aura plus tous les 6 mois des premières. Parce que malheureusement, une fois qu'on a exploité tous les névés du massif, il n'y a plus rien à ouvrir. Dans les Aravis, moi j'en ai fait pas mal et il y en a d'autres qui s'y sont mis aussi. Non, là je crois que si on ne va pas à l'autre bout du monde, on aura du mal à faire des premières. Et c'est ce que font les jeunes aujourd'hui. Ils voyagent, ils vont à l'autre bout de la planète pour trouver des nouveaux espaces de découverte. Parce qu'il y a un vrai plaisir dans la découverte et l'aventure. C'est comme les alpinistes. On a envie de découvrir des nouvelles lignes pour se les approprier. Bon, je crois qu'on a tous un ego et on est content de montrer qu'on est capable de découvrir, d'innover. Mais bon, l'aventure, elle tourne un peu court, en tout cas dans les Alpes. Alors, on peut aller vers des choses plus techniques. Il y a des descentes qui n'ont jamais été faites parce qu'il y a des zones en rocher. Alors, on peut sauter si c'est pas trop long, mais c'est dangereux. Alors, les freeriders, avec leur expérience, ils sont capables de sauter en compétition des falaises de 20 ou 30 mètres. Donc, s'il y a 5 mètres à sauter dans un couloir, peut-être qu'ils sauront le faire. Par contre, c'est un terrain où je n'engage pas trop les gens à aller parce que sur un saut, il y a un vrai risque. Si on rate son saut, on est mort. Moi, j'ai jamais osé. Et après, bon, il y a des zones où on peut descendre avec des cordes. Alors, c'est ce qu'on a commencé à voir ces dernières années, comme les couloirs évidents avaient tous été faits. Il y a plein de skieurs qui sont allés vers des couloirs interrompus, où de temps en temps, faut sortir la corde pour descendre en rappel. Alors bon, c'est une forme d'avenir, mais peut-être un peu moins intéressante par rapport aux skieurs qui aiment bien faire de la courbe. Alors, c'est sûr, en tout cas, l'activité ski de pentraid ne va pas s'arrêter d'ici demain, même s'il y a un peu moins d'ouverture. En effet, il y aura toujours des skieurs qui seront attirés par cette verticalité. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces explications et votre retour un petit peu avec votre expérience. Et bon ski à tous. Et bon ski à tous. Carnet d'aventure est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc.